Jour J donc pour Kevin Warsh à la tête de la Fed, Fed qui se réunit aujourd'hui pour statuer donc sur ses taux d'intérêt. Bonjour Laurence. Bonjour David. Laurence Lafont, rédacteur en chef de la lettre d'investissement, propos utiles. Peu de suspense autour évidemment de cette réunion puisqu'a priori les taux resteront à un niveau inchangé. Et avant de parler de ce que l'histoire nous a appris sur l'arrivée d'un nouveau patron à la tête de la Fed, on va surtout suivre, et on en commentera demain avec John Plassard, la conférence de presse. Oui. De Kevin Warsh, qui sera hyper importante et très scrutée. Bah évidemment, il prend les clés de la Fed, ouais. Et il a beaucoup d'ambition. Il se voit comme un réformateur. Il a annoncé plusieurs choses dans ce domaine, sur la manière de donner des anticipations au marché, sur l'objectif d'inflation, sur le bilan. On en parlera peut-être après, mais donc il y a beaucoup de choses. Il a la pression de Trump, qui dit tous les jours je veux voir les taux baisser. Donc évidemment, ce soir, et il y a toujours cette inflation qui est repartie un petit peu à cause de la guerre en Iran. Donc il doit prouver, il doit calmer les inquiétudes. Bon, les inquiétudes sont légères, vu quand on voit le niveau des marchés, mais bon, quand même, donc rassurer les marchés de ce côté-là sur les taux d'intérêt et sur sa manière de faire. On va voir un petit peu ces premiers tours de roue, on va dire. Historiquement, les 3 premiers mois d'un nouveau patron de la Fed sont souvent mouvementés sur les marchés. C'est ce que nous dit une étude de la banque Barclays. Exactement. Ils ont passé en revue les 12 présidents de la Fed qu'il y a eu avant M. Warsh. Ben Bernanke, Janet Yellen. Exactement. Ils ont pris 1 mois, 3 mois, 6 mois. En fait, alors attention, c'est pas la performance du marché, c'est la baisse la plus forte qu'il y a eu entre deux extrêmes. Voilà. Le drawdown. Voilà. Et il en ressort que sur 3 mois, vous avez moins 12. En moyenne. En moyenne. Ah. Bon, alors il y a Greenspan dedans qui arrive et c'est 87. Okay. Donc il y a moins 33%. Bon, il y a le premier qui est dans les années 30. On va l'enlever aussi. Derrière moins 30. Ça fait quand même, ça baisse pas mal. Donc en fait c'est moins 6. Mais c'est quand même un petit pic de volatilité, même un pic de volatilité. On va pas être trop mesuré non plus. Donc ça veut pas dire que le marché va systématiquement baisser dans les mois qui viennent, mais ça veut dire en tout cas qu'il risque d'y avoir une volatilité accrue. C'est un petit peu comme, vous savez, le marché et le président de la Fed, c'est un couple et il faut qu'ils commencent à se connaître. Voilà. Donc ça ouvre une période d'incertitude, de transition, d'autant plus quand on sait on connaît le contexte. Et le contexte qui est compliqué, vous l'avez dit, l'inflation qui est à 4, mais qui devrait rebaisser aux États-Unis puisque le pétrole est repassé sous les $80. Il y a cette pression de Trump qui va continuer à demander des baisses de taux. Et puis il y a un board de la Fed qui est super divisé. Ça, c'est peut-être le point le plus important. Lui, c'est une voix parmi d'autres. Oui, bien sûr. C'est le point le plus important, c'est qu'en fait, on n'avait pas vu ça depuis 1992. Plus de 30 ans que le board de la Fed n'avait pas été aussi divisé sur faut-il monter les taux, ne pas monter les taux. Donc il prend en main une équipe qui ne s'entend pas particulièrement bien sur la politique monétaire à mener. Donc on se dit que ça devrait tanguer. Disons que ça va alimenter. S'il y a une source de volatilité, elle peut venir de la Fed. Normalement, elle est là pour assurer, mais ça risque effectivement, comme je disais avant, il a par exemple l'ambition de réduire le bilan de la Fed. Le bilan de la Fed, c'était 9 000 milliards. Avec Powell, on est descendu à 6 700 parce qu'ils ont arrêté d'acheter des obligations. Mais là, son ambition, lui, c'est carrément de réduire, donc de vendre des obligations qui sont dans le bilan de la Fed, sur les obligations à 10-20 ans. Et potentiellement pourra faire monter les taux longs américains. Et vous savez pourquoi il dit ça ? Il dit ça parce qu'il dit que ce bilan de la Fed ne sert pas vraiment à l'économie, il sert surtout à gonfler les actifs financiers. Donc si vous dites ça au marché, il y a de quoi prendre peur. Ouais. Effectivement, après, la question, c'est est-ce qu'il va le faire ou pas ? Exactement. Alors il compense, il dit non mais je vais compenser en baissant les taux courts. Ouais. Je baisse les taux courts, je réduis le bilan. Comme ça, d'abord, je fais plaisir à Trump, qui veut absolument une baisse des taux. Mais en même temps, je suis quand même un faucon et je veux réduire ce bilan de la Fed qui a aucune raison d'être. Donc, il quantifie, c'est un peu technique, mais il quantifie la courbe de taux. Exactement. Le taux à 10 ans étant plus élevé, en réduisant le bilan de la Fed, que les taux courts qu'il espère baisser. Il a une majorité pour baisser, et à la fois pour baisser les taux directeurs et pour baisser le bilan de la Fed. Il a une majorité. En arrivant, il ne l'a pas. Il l'a pas, mais il va essayer de les convaincre avec l'idée qu'ils sont là pour l'économie, pas pour les marchés financiers. Et que les taux courts influent plus sur l'économie
que le bilan. C'est discutable. Pour moi, les taux sont plutôt les taux longs américains. Sa théorie, 10 ans qui financent l'économie. C'est pas celle-ci. C'est qu'à court terme, vous financez et vous soutenez l'économie. On prend un crédit immobilier quand une banque, quand une entreprise s'endette pour agrandir une usine, elle ne s'endette pas à 1 an, elle s'endette à 10 ans. C'est pas sa vision des choses. Et c'est lui elle est complètement discutable. Et c'est pas la vision de la Fed. C'est comme pour les dot plots. Vous savez, les dot plots où ils donnent leur vision. Ils essaient de donner au marché. Chaque membre donne. Chaque mois, on redonne, enfin tous les 4 mois, je crois, ou tous les trimestres. On redonne une trajectoire pour les taux d'intérêt en disant, et voilà, on vous donne un plan. Alors, il y a une dispersion, c'est pas extrêmement précis, mais pour lui, ça sert à rien. Il dit c'est une aberration, on n'est pas là pour ancrer un peu les marchés. Voilà. Lui, il est contre. Vous savez que ça n'existait pas en 2012. Hein. Donc ça peut très bien disparaître avec Kevin Warsh. Mais c'est vrai qu'on s'est vite habitué. Tout le monde regarde ça comme si c'était une prévision de l'avenir. Donc, si vous attaquez le bilan, si vous touchez au dot plot, si vous changez la politique aussi sur l'inflation, vous savez, elle a un objectif d'inflation et de croissance. Elle doit réduire l'inflation, soutenir la croissance. Lui, il pense que c'est l'inflation le plus important. Et il pense que le 2%, c'est pas, comme ça a été fait ces dernières années, plus ou moins 2%, on s'arrange. C'est-à-dire quand on est en dessous, on soutient l'inflation pour qu'elle remonte. Et quand elle est un peu au-dessus, oui, mais comme elle était en dessous avant, ça compense. C'est pas grave, ça compense. Lui, non, c'est 2% strict. Ça fait beaucoup d'éléments. Il est rigoriste, il. Oui, ça fait beaucoup d'éléments. Peut-être qu'il arrive et dans 6 mois, on n'entend plus parler de tout ça. Mais si ce soir, il évoque ce genre de choses ou s'il commence à attaquer les dot plots, c'est un changement de paradigme assez important pour le marché américain. Et donc potentiellement plus de volatilité sur les 3 prochains mois, c'est ce que l'histoire, en tout cas, nous enseigne. Oui, après, il y a eu 12 présidents avant lui, donc c'est pas non plus un échantillon extra large, mais bon, c'est le 13e, alors ça porte peut-être pas bonheur non plus. On verra dès ce soir, je pense qu'on aura un début de réponse. On va avoir une réponse ce soir, oui. Allez, merci beaucoup. Explication signée Laurence Lafont, rédacteur en chef de la lettre d'investissement. Propos utiles. Merci Laurence. Merci David.